Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans la grande édition, dans l'actualité de ce samedi 21 mai. À l'occasion de la Journée mondiale de la diversité culturelle pour le dialogue et le développement, les présentateurs en langue de la RTI ont été exhortés à promouvoir la paix et la cohésion sociale. Et puis l'escale 225 de ce jour nous conduit dans le nord du pays, plus précisément à Kong, à la découverte de 2 mosquées de type soudanais qui datent de plus de 300 ans. C'est tout pour les titres. Ce samedi 21 mai marque la Journée mondiale de la diversité culturelle pour le dialogue et le développement. À cette occasion, les présentateurs en langue de la RTI ont été exhortés à promouvoir la paix et la cohésion sociale. Un message d'Adoua Kouassi, président fondateur de l'Académie ivoirienne des langues maternelles, lors de la cérémonie de clôture de l'atelier d'initiation à l'écriture des langues maternelles. Nour Sangari. Donner de la vitalité aux langues maternelles par l'écriture et permettre aux présentateurs en langue de disposer d'instruments linguistiques efficaces en vue de mieux toucher la population rurale dans la transmission des messages en matière de santé, de bonne gouvernance, de cohésion sociale et d'éducation. C'est tout le sens de cette formation dédiée aux présentateurs en langue. Nous avons choisi les présentateurs en langue nationale parce que ce sont eux qui sont les vitrines culturelles des différentes régions, des différents peuples de Côte d'Ivoire. Et donc, en les choisissant, nous pensons qu'ils pourront mieux relayer l'importance que revêt l'écriture et l'appropriation des langues par les différents peuples. L'initiation à l'orthographe pratique des langues ivoiriennes, la technique de transcription et de traduction des proverbes du terroir sur la cohésion sociale, ce sont en haute module enseignés à ces présentateurs au cours des 3 jours de formation. À l'issue de la formation, ces présentateurs au nombre de 30 se disent heureux de voir renforcer leurs connaissances en langue maternelle. Des connaissances qu'ils entendent mettre à contribution pour l'encadrement de la jeune génération qui a soif d'apprendre les langues ivoiriennes et leur alphabet. En venant, on pensait pouvoir maîtriser un certain nombre de choses. Mais arrivé, on a compris qu'on était même au CP1 et qu'on avait besoin de ça. On avait besoin d'apprendre comment transcrire, quelles sont les lettres, parce que chaque langue est spécifique. Et donc, on ne peut pas mettre toutes les langues ensemble. Par exemple, moi, je suis baoulé, mais l'alphabet baoulé comporte combien de mots, combien de lettres, et ainsi de suite. Et c'est tout ça qu'on a essayé d'instruire. Donc, nous sommes très satisfaits. Comme il y aura un partenariat entre l'Académie ivoirienne des langues maternelles et les animateurs en langue intervenant sur les antennes de la RTI, nous allons voir progressivement comment valoriser surtout nos langues. Parce qu'in fine, il s'agit de valoriser nos langues et surtout de faire en sorte que la jeune génération s'intéresse aux langues. Ce renforcement des capacités au bénéfice des présentateurs en langue maternelle s'inscrit dans le cadre de la Journée internationale de la diversité culturelle qui se tient ce samedi 21 mai 2022. Hier, vendredi 20 mai, le monde entier a célébré la Journée mondiale des abeilles. Créée par l'ONU en 2000, la Journée mondiale des abeilles vise à attirer l'attention des populations sur le rôle que jouent ces insectes pollinisateurs. Les abeilles menacées de disparition du fait des activités humaines. En Côte d'Ivoire, il existe ces personnes amoureuses de l'apiculture qui mènent la lutte en vue de protéger l'espèce. Suivez ce reportage commenté par Ami Koulibaly. Elle pique. Sa piqûre fait un peu mal, mais peut causer un grave malaise. Il s'agit de l'abeille. Avec son corps velu, les humains la craignent. Mais cet insecte qui mesure en général près de 15 mm, avec sa teinte jaune et brun, au corps rayé, est pourtant l'un des insectes à la base de la survie de l'humanité. Mais hélas, tous les ans, les abeilles disparaissent un peu plus. À Bonti, dans le centre du pays, cet apiculteur a fait de la survie de l'abeille son cheval de bataille. Le premier rucher que j'ai fait, j'ai commencé à parler de 10. J'ai choisi les abeilles parce que pour moi, c'est le meilleur élevage au monde. Yaouloukou parcourt la Côte d'Ivoire pour partager avec les Ivoiriens et surtout les cultivateurs son amour pour les abeilles, mais surtout l'intérêt de protéger ces insectes. J'ai appris que celui qui a planté un arbre n'a pas vécu inutile. Pour moi, celui qui a fait l'apiculture n'a pas vécu inutile. C'est eux qui nous font à manger. À travers la pollinisation qui est produit de la ruche, c'est eux qui nous donnent à manger. Outre la production de miel, les abeilles jouent un rôle prépondérant dans la pollinisation
qui n'est rien d'autre que la fécondation et donc la reproduction des fleurs qui permet la production de fruits, de graines et qui veille à la pérennité des plantes. Il y a ce qu'on appelle les produits de la ruche. Les produits de la ruche, il y a le miel, il y a la cire, il y a le pollen, il y a le venin, et puis il y a la propolis, il y a la pollinisation, il y a le gelé royal. Ça, c'est sur les abeilles, c'est à eux, on peut avoir tous ces éléments-là. Les abeilles se nourrissent de pollen, de nectar, mais pas que. Elles vivent au sein d'une ruche et dans une micro-société très bien organisée où chacune dispose d'un rôle très précis. Ici, c'est la piste d'atterrissage. Donc, dès que l'ouvrier qui est parti chercher la nourriture vient, il se pose d'abord sur la piste d'atterrissage avant de faire sa rentrée. Mais avant de faire sa rentrée, il est subi à un contrôle par les soldats qui montent la garde. Que se passerait-il si cet insecte disparaissait? Si on fait 5 ans sans les abeilles, nous les êtres humains, on va disparaître de la terre parce que c'est eux qui nous permettent à avoir de quoi manger. Ils sont à base de toutes les pollinisations, à 100% de toutes les pollinisations. Les abeilles font partie des pollinisateurs essentiels dans la biodiversité. Leur survie interpelle plus d'un. Ici en Côte d'Ivoire, des voix s'élèvent depuis 4 ans pour le changement de mentalité. Parmi ces voix, les acteurs du domaine de l'apiculture. Ils se sont donné rendez-vous ici à la Questable dans la commune du Plateau à l'occasion de la Journée mondiale de l'abeille célébrée ce vendredi. Étudiants, amateurs, curieux, tous ont voulu en savoir davantage sur cet insecte et ses bienfaits. À cette rencontre, nous retrouvons Yao Loukou, venu exposer son miel. L'initiateur de cette rencontre depuis maintenant 4 ans, c'est lui, Emmanuel Ouloto. Aujourd'hui, on n'ira pas jusqu'à dire que l'abeille est une espèce menacée à protéger, mais ce que je sais, c'est qu'en France, il y a une loi qui a été votée pour protéger l'abeille. En Côte d'Ivoire, avec la COP 15, c'est un cri de cœur. Nos abeilles sont les pièces maîtresses. Sans abeilles, il n'y a plus de vie. J'appelle donc au président de la République à soutenir l'activité apicole en Côte d'Ivoire pour la rendre plus performante et que cela profite d'abord aux Ivoiriens et à tout l'écosystème de l'Afrique. La pollinisation est un processus fondamental pour la survie des écosystèmes car la reproduction de près de 90% des plantes sauvages à fleurs du monde ainsi que 75% des cultures vivrières et 35% des terres arables à l'échelle de la planète dépendent des abeilles. Pour la survie des abeilles, les Nations Unies ont décrété le 20 mai Journée mondiale des abeilles. Cette journée pour rendre hommage aux abeilles pour leur capacité à travailler durement. De lutte, parlons-en. Cette fois-ci, il s'agit de lutte contre la désinformation en milieu universitaire. Une mission que s'assigne le club BEMI de l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody. À l'occasion du lancement de ces activités, le club a présenté ses projets, entre autres, promotion de l'éducation aux médias dans l'espace universitaire et sur l'ensemble du territoire. Georgette Idofofana. Sensibiliser les étudiants au bon usage des médias, les former à la pratique de la vérification des informations, c'est tout le sens de cette rencontre initiée par le club BEMI, bénévole de l'éducation aux médias et à l'information de l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody. C'est de faire la promotion de l'éducation aux médias sur l'espace universitaire. C'est de véritablement pouvoir commencer la sensibilisation au bon usage des médias. Également de pouvoir présenter l'un de nos projets phares qui est l'Emicampus Tour. Ce projet consistera à faire une tournée dans chaque UFR, réunir au minimum 50 étudiants afin de pouvoir leur parler de l'éducation aux médias, faire la promotion de l'éducation aux médias, leur parler de l'importance de vérifier l'information qu'ils reçoivent avant de la partager. Cette cérémonie a été l'occasion pour la dite organisation de lancer ses activités pour l'année 2022. Une initiative saluée par les participants. Notre société se numérise et se digitalise. Et à ce jour, si vous prenez des 6 millions d'utilisateurs que nous avons sur les médias sociaux, 98% d'entre eux utilisent les médias sociaux via les téléphones. L'utilisation du mobile, bien sûr, engendre la suppression du contrôle
soit des parents, soit d'un acteur extérieur. D'où cette liberté dans la production, cette liberté dans la conception et cette liberté dans la diffusion des informations. S'unir autour d'une vision qui est noble, qui est de travailler à améliorer le climat social sur les réseaux sociaux, de travailler à lutter contre les discours de haine est une action salutaire. C'est l'occasion pour moi de féliciter les bénévoles de l'EMI qui sont constitués aujourd'hui en association à la suite de cette initiative de l'UNESCO. Créé en 2021 à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody, le Club BEMI est une organisation de jeunes étudiants qui luttent contre la désinformation en milieu universitaire. L'association caritative dénommée les Zinzins du Bonheur a organisé aujourd'hui à la maison de l'entreprise de la commune du Plateau un panel sur les stratégies de mobilisation de fonds. Cette rencontre qui s'inscrit dans le cadre de la célébration des 10 ans de l'organisation vise à faciliter la collecte de fonds pour les organisations non gouvernementales. Georgette Ido Fofana revient du centre des affaires du district d'Abidjan où s'est déroulée la rencontre. Quelle stratégie adopter pour mobiliser des fonds pour une association caritative? La question était au centre des échanges du panel organisé par les Zinzins du Bonheur à l'occasion de la célébration de ces 10 ans d'existence. Les stratégies ne sont pas très compliquées. Il faut juste se présenter comme étant le bon partenaire pour les entreprises ou l'administration publique, donc les collectivités locales et régionales. Il faut présenter des projets qui sont cohérents. Il faut pouvoir les mener à bout. Occasion pour le président de cette association de dresser le bilan et dégager les perspectives. En 10 ans, nous avons parcouru 2 kilomètres. Nous avons aidé à la distribution des kits scolaires, c'est-à-dire la scolarisation des enfants en situation précaire. Nous avons distribué des vivres, nous avons distribué des non-vivres à des familles vulnérables. Et dernièrement, nous avons agi activement à la lutte contre la Covid-19, mais cette fois-ci en se mettant du côté des soignants, en leur donnant du matériel de protection, en leur donnant des repas tous les matins pour que la prise en charge des malades atteints du Covid-19 soit correcte. Notre grand challenge, c'est d'abord renforcer nos acquis. Les Zinzins du Bonheur est une association caritative qui œuvre dans les domaines de l'éducation, la santé et l'environnement, ce en faveur des personnes défavorisées. En Guinée-Conakry, la junte au pouvoir a de nouveau autorisé l'ancien président Alpha Condé, renversé en 2021, à se rendre à l'étranger pour des raisons médicales. Et puis, en Australie, ce samedi, 17 millions d'Australiens ont élu leur Parlement. Et c'est le parti travailliste d'Anthony Albanese qui sort gagnant de ces élections législatives. Une victoire qui marque le retour au pouvoir de cette formation après 9 ans de gouvernement conservateur. De son côté, le Premier ministre Scott Morrison a reconnu sa défaite. Place à l'escale 225. Allons à la découverte de 2 mosquées de type soudanais dans le nord de la Côte d'Ivoire. Elles sont inscrites au même titre que 6 autres mosquées du même type au patrimoine mondial de l'UNESCO. Ces 2 mosquées présentées comme les plus anciennes de la Côte d'Ivoire font la fierté de la population. Alors comment ces mosquées chargées d'histoire qui datent de plus de 300 ans ont pu survivre aux épreuves du temps? La réponse à cette question dans ce dossier d'Alassane Parguin. Bravo. En plein cœur de la ville historique de Kong, siège majestueusement cette mosquée du 19e siècle, inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO. Aboubacar Barrow est l'un des garants de l'histoire de la grande mosquée de Kong. Une mosquée construite dans un style unique, le soudanais, comme on l'appelle, en référence au royaume du Soudan de la période postcoloniale, d'où ce style de construction est originaire. Lorsque vous voyez la mosquée, vous voyez qu'il y a des bois qui sont placés là-dessus verticalement et horizontalement. Alors d'aucuns disent que mais ça permet de décorer. En fait, ce n'est pas un décor. Vous savez, avant, il n'y avait pas d'échafaudage. Ça permettait aux constructeurs d'avoir l'échafaudage incorporé dans le mur. Les portes d'entrée sont des portes qui sont dirigées vers les différents quartiers.
De ce côté, il y a le quartier Barola, le quartier de la chefferie. De l'autre côté, c'est le quartier Somana et Sahara, etc. Et maintenant, derrière, c'est l'entrée des femmes. Si vous regardez également au-dessus des minarets, vous voyez des boules blanches. Ces boules blanches, d'antan, c'était des œufs d'Autriche. Les œufs d'Autriche venaient d'où? Les premiers hommes qui sont allés à la Mecque, ils allaient à la Mecque à pied. En revenant de la Mecque, ils emportent des œufs d'autruche avec eux. Et ce sont ces œufs d'autruche qui étaient utilisés pour faire ces parements-là. Ça n'a rien de religieux, c'est pour parer la mosquée. Dans cette ville musulmane du nord de la Côte d'Ivoire, la grande mosquée est depuis sa création la seule dans laquelle l'on officie la prière du vendredi. Un acte chargé de symboles. Elle abrite non seulement les 5 prières canoniques, mais aussi la prière du vendredi. C'est la seule mosquée. Et pourquoi justement? Parce qu'on tient absolument à préserver à cette mosquée-là la place qui lui revient. Dans la mosquée, aucun carrelage. Le sol est recouvert de sable fin. On couvre le sol avec du sable. Pourquoi? Du sable, initialement il n'y avait pas de ciment. Mais ce n'est pas du sable qui a été ramassé en ville. On va chercher le sable un peu très loin, dans des coins non souillés. Et malgré ce fait-là, quand le sable vient, on tamise et on veut rendre saine avant de mettre là. Et les autres parties de la bâtisse sont soutenues de bois, mais pas n'importe lesquels. Alors ces bois sont issus d'une essence qui est difficilement attaquable par les insectes foreurs de tiges. Et elles ne sont pas facilement putrescibles. Elles peuvent tenir comme ça pendant 10 ans, avant qu'on cherche à les remplacer. Déjà, sa condition de développement fait que le bois est dur. Pourquoi? Parce que ça pousse dans des terrains qui sont vraiment difficiles. Des terrains rocailleux, des terrains où ne peuvent pas pousser d'autres types d'arbres. On appelle Angula Korokoro. On sait que la bâtisse a plus de 300 ans. 300 ans. Les bois aussi? Non, les bois non. On remplace les bois régulièrement, 15 ans, 10 ans. On remplace les bois quand on voit qu'il y a, par exemple, ce genre de choses et qu'on ne peut plus monter là-dessus, on change les bois. La toiture de la mosquée est aussi faite de terre. C'est d'ailleurs là que les muezzins appellent les fidèles musulmans à la prière. Maintenant, nous sommes sur la dalle. Comme vous constatez, la dalle est compartimentée. Et comme on l'a dit, c'est en terre battue. Mais terre battue, ce n'est pas seulement que de la terre simplement qu'on a eu à prendre pour mettre dessus. On prend la terre, on mélange avec des essences, des écorces de bois. Et quand nous étions petits, c'est nous qui pétrissons avec les pieds. On pétrit, des fois, ça peut rester pendant 2-3 jours, le temps que ce soit bien tendre. C'est quand la terre est tendre maintenant qu'on prend pour faire la construction. Tout comme les briques. Tous les vendredis, la prière de Djouma voit arriver de nombreux fidèles, mais aussi des touristes venus prier au cœur d'une mosquée mystérieuse pour certains. Une satisfaction spirituelle, dire merci à Dieu. Prier dans ces mosquées, c'est un plaisir, c'est des communions directes avec le Seigneur. Nous remercions le Tout-Puissant d'avoir permis que nous soyons des natifs de Kong. C'est une fierté pour nous. Nous sommes nés à Kong, grandis à Kong, nous avons fait l'école coranique et nous connaissons la valeur symbolique de cette mosquée-là. C'est une dimension spirituelle énorme, une sensation qu'on n'arrive pas à expliquer. Il faut venir prier et voir ce que l'on gagne, notre foi, la croyance. Cette mosquée mystique, quand on y prie. Mais au fait, qui a construit la grande mosquée de Kong? Il faut remonter jusqu'au XIVe siècle pour découvrir l'histoire de cette magnifique architecture. C'est l'empereur Mansa Moussa, alors empereur du Soudan, actuel Mali, qui de retour d'un pèlerinage à la Mecque, l'initia dans son empire. Ici à Kong, la paternité de cet édifice revient à l'imam Baro, premier imam de la localité. Pour les habitants de Kong, les nombreux atouts touristiques de la localité devraient être beaucoup plus valorisés pour créer des emplois et développer le tourisme local. Ainsi, comme le répandent certaines personnes, la mosquée de type soudanais de Kong n'a pas été construite par Samori Touré. Il faudrait qu'on relève un peu certaines vérités parce que Samori, la mosquée date de 2 siècles avant la naissance du père Samori. Donc il ne peut pas l'avoir construit. Et quand vous voyez cet édifice-là, tel que c'est construit, si on va découvrir l'architecture tout à l'heure, comment ça a été construit, on ne peut pas construire cette mosquée en une journée. Or, Samori n'a pas séjourné à Kong. Samori a plutôt détruit la mosquée quand il est venu faire sa campagne. Il est venu au moment où les vieux, les personnes qui ne pouvaient pas combattre, s'étaient réfugiées dans la mosquée. Et il a détruit la mosquée. À Kong, une autre mosquée du même type est beaucoup plus ancienne et plus petite. Inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO, ces 2 mosquées de type soudanais font la fierté des Kongois
et représente pour la Côte d'Ivoire tout entière des joyaux touristiques à visiter absolument. Connais-tu ton pays? Sinon, je t'invite à pratiquer le tourisme local. Ce pays regorge d'énormes potentialités touristiques. C'est la fin de ce 19h30. Merci de votre fidélité et bonne soirée sur RTI2.